Les potos, comment ça va? Pour être clair rapidement pour ceux qui sont pas habitués, le but de cette vidéo il est tout simple. Je vais te donner toutes les informations qui concernent les changements entre l'anime et le manga. Autrement dit, et notamment si t'es un anime, tu vas apprendre des choses. Mais je pense qu'on est d'accord, y a pas non plus d'intérêt à ce que je te bourre le crâne avec absolument tous les changements. Notamment les petites différences dans certains dialogues, parce qu'il y en a. Tout du moins, si j'estime que c'est pas pertinent, je vais t'épargner ça. Bon, je pense que t'as compris, hein. Donc on y va. Pour commencer les potos, ce premier épisode de la saison 3 il a date à peu de choses près 5 chapitres, de la toute fin du 97 jusqu'au milieu du 102. Et juste avant de parler de l'assemblée des lunes supérieures, laisse-moi clarifier une chose, concernant le lien qu'il y a entre Kagaya Ubuyashiki et l'antagoniste principal de l'œuvre Kibutsuji Muzan. Pour le coup on est sur une différence dans les dialogues, mais je trouve que dans le manga Kagaya est beaucoup plus explicite. Dans l'anime, Kagaya dit qu'il compte effacer la souillure que Muzan a infligée à son clan. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est relativement vaste. La souillure dont il parle à ce moment-là, ça peut être plein de choses différentes. Est-ce que Muzan a craché dans le bol de soupe du grand-père de Kagaya? Ou encore, est-ce que Muzan a zouké l'arrière-grande-tante de Kagaya? Bon, finalement, à ce moment-là, on ne sait pas exactement quelle est l'origine de cette souillure. Comme je te l'ai dit avant, dans le manga, c'est différent. Voilà ce que Kagaya dit plus exactement. Nous serons la génération qui te vaincra, toi qui es la seule souillure dans l'histoire de notre clan. Est-ce que tu comprends la différence, mon poteau? C'est bel et bien Muzan lui-même, la souillure dont Kagaya parle. Maintenant, on peut parler de l'assemblée des lunes supérieures. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour le coup, c'est un gros point pour l'anime, parce que très clairement, visuellement, c'est incroyable. Dans le manga, Akaza arrive directement face à Nakime, mais dans l'anime, ils ont décidé de nous faire kiffer un peu. Ça fait office d'introduction et ça pose les bases visuellement. À part ça, il y a quelques différences plus ou moins importantes à noter. Et la première, c'est que dans le manga, Akaza est beaucoup moins patient avec Duma. Dans l'anime, on ressent la tension entre les deux, et on le sent s'agacer et monter en pression quand Duma lui pose sa main sur l'épaule. Il lui demande 2 fois d'enlever sa main avant de lui casser littéralement la bouche. Bon bah, dans le manga, il lui demande une fois et lui en décroche une avant même que Duma puisse lui répondre. D'ailleurs, en parlant de Duma, à noter aussi que ce dernier est beaucoup plus crevard dans le manga. Lorsque Muzan leur apprend que Yotaro est mort, Duma lui propose un seul œil en compensation et non pas les deux comme dans l'anime. Le boug il est pas bête. Un œil ça va, 2 yeux c'est compliqué. Bon, même si de toute façon le principe est bidon parce qu'il peut se régénérer. À noter aussi que ce Charo, la proposition qu'il fait à Nakime, encore une fois elle est plus explicite dans le manga. Bah non, je vais pas le faire de dessin. Évidemment Nakime elle refuse. Tu m'étonnes. Le boug inspire absolument pas confiance. Il met des têtes découpées dans des bocaux. Qui fait ça? Bref, revenons à Nakime. Pour ceux qui le savent pas, Nakime c'est le démon Obiwa. C'est vrai que je parle d'elle en son nom, mais finalement il est pas cité. Donc Nakime, visiblement elle est absolument pas à l'aise dans la compagnie des lunes supérieures. Dans le manga il est dit qu'elle souhaite que les lunes supérieures partent rapidement. Tu m'étonnes. Pour le reste c'est sensiblement équivalent entre le manga et l'anime. Sachant que comme je le disais plus tôt, dans l'anime ils nous ont régalé sur les effets, notamment dans l'introduction des lunes supérieures. Visuellement le moment où Duma arrive est beaucoup plus appréciable. Dans le manga il pop de nulle part. Mon poteau, j'espère que tu comprends bien que le but n'est pas de dire quelle version entre le manga et l'anime est meilleure que l'autre. Non. Le but c'est tout simplement de compléter les informations que tu n'as pas forcément. Et donc on va enchaîner avec le rêve de Tanjiro. Mais avant ça... mon poteau, est-ce que tu veux avoir le flow de Kanoa Gito ou d'Uzui Tengen quand ils vont en soirée? T'en as marre que ton copain ou ton frère ait le charisme Murata? Eh ben j'ai une solution pour toi. Noblesse mon poteau. C'est une marque de sable, t'as la classe attitude. Et j'aime autant te le dire dès maintenant, l'offre que je te propose tu la trouveras nulle part ailleurs. Tout simplement parce que c'est la marque d'un frérot. Ça veut dire que tu peux y aller les yeux fermés sur la qualité. Tes mains un peu la sape. Avoue, les vêtements ils sont doux. Poteau, t'as 2 choses de plus à savoir. Si tu rentres le code renard20, je te le donne en 1000, t'as 20% sur ta commande. Et en plus de ça, t'as un cashback, sans aucun minimum d'achat mon poteau. Bah oui c'est fou. Et tu peux l'utiliser absolument quand tu veux. Moi je te conseille de cumuler un maximum, mais après poteau c'est comme tu le sens. Rapidement pour mes petites teubés préférées, c'est quoi un cashback? Tout simplement à chaque commande la marque elle te reverse 10%, évidemment utilisable sur tes futures commandes. Voilà, maintenant tu sais où commander si tu veux être beau gosse. Beau gosse. Parlons maintenant du rêve de Tanjiro, qui est, tu l'auras compris, plus un flashback qu'un rêve. 2 choses notoires à souligner, plus précisément 2 erreurs de traduction. La première, lorsque Sumiyoshi parle de l'enfant, dans l'anime c'est une fille alors que dans le manga c'est un garçon. Ça n'a pas forcément d'impact sur l'histoire, mais c'est quand même à souligner. Peu de temps après, Sumiyoshi, qui est l'ancêtre de Tanjiro, je le rappelle, demande à son convive s'il peut parler de lui aux générations futures. Le aux générations futures est important, tout simplement parce que ça veut dire qu'il souhaite élargir au-delà de son cercle la légende de Yorishi Tsugikuni. Là où dans l'anime,
l'anime il propose seulement d'en parler à ses enfants. Et bien sûr que oui, il y a une différence. S'il transmet les informations qu'il a seulement à son cercle et plus précisément à ses enfants, eh bien on parle tout simplement d'un héritage. D'ailleurs c'est le thème vu qu'ils abordent le fait que Yurishi n'a pas de successeur. Mais bref, je vais pas trop en dire sinon je vais spoiler. Et bien évidemment c'est pas le but. Enchaînons maintenant avec la partie au domaine des papillons. L'anime a encore une fois respecté le manga même s'il y a deux petites choses qui me chagrinent. Les potos, la culture. Ah oui. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire emberlificoté? Non. Bien sûr que non. Koyaru Gotoge, elle pense à notre culture. Ok, j'abuse. Mais c'est vraiment un mot qu'elle a utilisé dans le manga. Obligé, elle a perdu à Paris. Par contre, il y a réellement une chose qui me chagrine. Et c'est tout simplement le traitement de Zenitsu dans cette partie-là. Le moment où on le voit dans les montagnes râler, chouiner et appeler Aoi n'existe pas. C'est un rajout de l'anime et pour moi c'est une erreur. À ce moment-là de l'histoire, Zenitsu il a évolué. C'est donc extrêmement dommageable de le ramener à ce trait de caractère. Ça fait selon moi reculer la progression de ce personnage dans cet aspect-là et c'est dommage. Maintenant que c'est dit, on passe au village des forgerons. Et il y a deux choses importantes à savoir. La première, c'est la raison pour laquelle Genya n'a pas répondu à Mitsuri. Le gamin est rustre, là-dessus on est d'accord. Pour autant et pour le coup, ce n'était pas un manque de respect vis-à-vis de Mitsuri. À savoir qu'il était tout simplement pétrifié par sa beauté. Ah oui. Donc le boug, il fait le bonhomme, mais il bégait quand il y a une jolie fille qui lui parle. Ah, après on sait tous que s'il avait répondu, ce serait fait goumer par Obanai. Donc peut-être que c'est pas plus mal. Dernière différence notable dans l'épisode et non des moindres. Plusieurs fois on entend Mitsuri fredonner une musique, mais dans l'anime ça passe finalement quasiment inaperçu. Or dans le manga c'est bien plus appuyé et assumé que ça. Et tu vas voir que la musique en question n'est probablement pas choisie au hasard. Comme je te l'ai dit, c'est une musique traditionnelle japonaise créée en 1868, soit à peu de choses près une cinquantaine d'années avant l'histoire. Créée durant la restauration de l'ère Meiji, le but était d'inciter les partisans à exterminer les ennemis de la cour. On peut donc tout simplement faire le parallèle avec l'histoire, les ennemis de la cour étant tout simplement les démons. D'ailleurs les paroles sont extrêmement implicites. C'est la bannière de Brocard pour déclarer la guerre aux ennemis de la cour, ne le savez-vous donc pas? Battez-vous jusqu'au bout, jusqu'au bout. Mon poteau, abonne-toi! Déjà parce qu'il y a plus d'une centaine de vidéos sur la chaîne, avec à peu près 80% de contenu concernant Demon Slayer. Et aussi parce que si cette vidéo t'a plu, il y en aura forcément d'autres ces prochains temps. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de ce premier épisode de cette nouvelle saison. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine! ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で、15になったら3人の妻を。俺も忍びになろっかな。なら今日から忍びの修行だな。いやー